Je voulais savoir quelles avaient été les associations qui avaient été invitées. J'ai eu un peu de réponse par le biais de M. Dudas, mais par exemple, je n'ai pas reçu d'invitation en tant que présidente d'association. Donc, à qui est-ce que ça a été envoyé, quoi? Ou est-ce que vous avez rencontré une par une, ou voilà. J'ai une deuxième question, je la pose tout de suite, parce que voilà. Et la question que je voulais poser tout à l'heure, c'était quel coût ça peut avoir pour la commune une telle manifestation? Parce que est-ce que c'est Amaury-Sport Organisation qui paye absolument tout ce qui peut être, ou est-ce que ça va coûter quand même un peu à la commune? Voilà. Alors, peut-être quelle retombée, on va dire, économique sur la commune, peut-être en dehors des hôtels dont vous avez parlé. Alors, sur la partie association, peut-être sur la partie financière, on va oui, certainement. partager cette réflexion. Alors, au niveau des associations, les invitations ont été envoyées pour les associations pour participer à l'animation de la scène associative, hein, qu'on comprenne bien. Je ne parle pas d'invitation pour les présidents d'associations. Ah non, moi je parlais pas pour les présidents, moi je parlais pour l'association. Hein, alors c'est les associations sportives et artistiques, culturelles, qui ont été invitées à proposer quelque chose. Alors nous sommes encore en attente de retour de réponse. Voilà. Si on n'a pas reçu l'invitation, on peut donner la Non, je précise que c'est des associations qui peuvent donc faire une animation sur le podium. Oui, pourquoi pas. Non. Il y a des associations qui font de la danse, qui font de... Alors évidemment, comme la convention évidemment a en charge la manifestation, il faut savoir que les retombées économiques, alors évidemment c'est difficilement mesurable, en tout cas on en a déjà, puisque toutes les chambres d'hôtel sont réservées, sûrement pas. Donc déjà c'est déjà pas mal au niveau des retombées économiques. On a nos commerçants qui seront ouverts le dimanche, donc avec l'afflux de visiteurs, de spectateurs, ça va également faire fonctionner les commerçants locaux. Et puis on aura des... Comment? Oui, voilà, les restaurants. Enfin, on aura vraiment des retombées économiques sur le territoire, puisque beaucoup de commerçants vont ouvrir, voilà, même dans la collection des variances également. Je trouve le champ. Oui, c'est ça. Le personnel communal sera impliqué ou pas? Oui, absolument. Il y aura une partie du personnel municipal qui sera impliqué dans la manifestation. Monsieur Le Gall. Oui, ça répond à la question de... Pardon, Non, ça répond à votre question. En fait, je voulais juste signaler et dire que les élus se sont beaucoup impliqués, mais le personnel également, dont un chef de projet, M. Véron, on va le nommer, en tout cas, qui a pris ça à cœur, qui a mené ça tambour battant. Et je tiens à dire, contrairement à ce qui peut être dit avant, c'est que autour d'un projet fédérateur, et on n'a jamais imputé des capacités professionnelles, de l'expertise de tous les salariés, des agents, et en tout cas là, les agents qui aiment particulièrement le vélo se sont portés volontaires, rémunérés bien évidemment, parce que c'est un acte de travail, mais c'est là où on a l'engouement des experts. Agents, experts dans le cyclisme. Et enfin, en tout cas, je tenais aussi à les remercier pour leur reprise spontanée de vouloir aider. Voilà. Je continue sur le parrainage, parce que je vois que Mme Fayolle a dans les mains un joli document en couleur qui n'est pas encore arrivé chez nous, parce qu'on ne reçoit pas tout. Je suis désolée de le dire, mais c'était déjà comme ça avant. Hein. On s'est souvent moqué de moi parce qu'on ne recevait pas le courrier. Mais voilà. Lequel était distribué que dans les boîtes aux lettres des Morpasiens aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu. Bon, mais ce qui serait sympathique, excusez-moi d'insister un peu, comme tout à l'heure ça a été fait, c'est que peut-être dans notre boîte aux lettres d'élus, ça ne demande pas beaucoup de travail au personnel communal. Ça pourrait être sympathique de nous mettre au moins ce document. Voilà. Moi, je viens très régulièrement dans ma boîte aux lettres. Vous avez pu me rencontrer d'ailleurs en mairie, les uns ou les autres. Ça fait au moins 2 mois que je n'ai rien trouvé dans ma boîte aux lettres. Je suis très surprise que nous ne recevions rien. Économie papier. Non, mais attendez, il n'y a pas que la mairie qui écrit normalement. Ça dépend sur le papier. Il y a des billets de 50 euros. Je suis favorable aux économies, vous savez très bien que ce n'est pas la première fois que je parle, mais à ce moment-là, envoyez-nous s'il vous plaît quelques informations sur nos boîtes
de mails, parce que nous ne recevons rien. Économie. Alors, Économie. il faut quand même que vous vous disiez que nous sommes des citoyens comme les autres et que nous sommes aussi des élus comme les autres, même si nous n'avons pas été élus en majorité, nous représentons des citoyens morpasiens. Et à ce titre, on aimerait bien quand même avoir un petit peu d'informations. Il n'y a pas de problème, Madame Laquin, je disais à même titre que Madame Fayol tout à l'heure, même les élus de la majorité ne reçoivent plus ces informations. Donc j'y vais grâce. Monsieur Chapa, puis Madame Carole pour sécuriser ensuite. Moi j'ai une petite question d'organisation. Pendant le prologue, comment on a accès au milieu de la boucle? Quelles sont les dispositions prises pour qu'on puisse avoir accès au milieu de la boucle, ou bien quand on habite au milieu de la boucle, avoir accès à l'extérieur? Tu bouges pas, t'es coincé. Et en Coincé 24 heures. Quelles sont les mesures en matière d'intervention de secours si... Monsieur Chapat, tout est prévu évidemment, pensez bien. Mais qu'est-ce que vous appelez la boucle? Qu'appelez-vous la boucle? Le circuit? Tu vois la boucle. Le circuit, d'accord. Alors, c'est pas une boucle complètement fermée. Si vous regardez bien le plan, l'entrée et la sortie de toute la zone verte, donc toute la zone intérieure à ce que vous appelez la boucle, le circuit, se fait par le rond-point de Monty. D'accord? Donc toute cette zone-là est complètement accessible. Certes, par un point unique. Mais bon. Au niveau de la sécurité, il est évident que les services de secours sont alertés, pensez bien, la police, les pompiers. Il y a une autorisation pour les pompiers d'emprunter le circuit. Ils peuvent le faire à tout moment. La seule contrainte qui leur est demandée, c'est de ne pas le prendre à rebours. C'est tout. Voilà. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ils peuvent intervenir en tout point, en 1 minute, comme d'habitude. Monsieur Chapa. Que je comprenne bien, les coureurs, ils font une boucle ou pas? Ce n'est pas une boucle complète. Il y a un moment, il la font plusieurs fois. Non, Ah, c'est un parcours de 6 km au sein de la commune. C'est des professionnels. Ils arrivent à un point B. J'avais compris qu'il... C'est des pros. C'est un Ils vont contrôlable. pas tourner toute l'après-midi. En fait, selon le temps qu'ils vont réaliser, ils auront leur placement pour le départ de la course. Voilà, du lendemain, qui ne sera pas avant. Alors c'est vrai que dans l'organisation des KVD par ASO, il y a une grosse structure, une grosse machine. Ils sont vraiment habitués depuis maintenant des décennies à organiser cette manifestation. Je peux dire que ça va très vite avec eux et on peut s'assurer de leur professionnalisme. Voilà. Avec ça, très bien. Je crois que c'était au vote. Là, oui, J'ai peut-être pas bien entendu par rapport à ce que Nicole a demandé par rapport donc en commission de famille, il nous a été dit que le coût évalué était de 30 000 €. C'est bien ça? D'accord. Donc c'est un coût qui englobe le personnel, la sécurité. Les locaux mis à disposition sont traités, on va dire, entre guillemets. Donc ma remarque est un peu plus large. Donc vous mettez à disposition d'un organisme privé qui organise des prologues, des installations municipales à titre gratuit, ce qui en soi est pas un souci, compte tenu de l'organisation de cette manifestation que nous accueillons. Par contre, j'ai une remarque sur le fait que je souhaiterais également que les acteurs locaux qui demandent l'utilisation gratuite des installations de la commune, des locaux municipaux, soit possible aussi lorsqu'ils demandent un local, que ce soit une salle dans un gymnase, pour des manifestations exceptionnelles. Donc je voudrais juste que vous puissiez nous dire si vous avez l'intention de faire payer aux associations ou aux différents acteurs locaux qui demandent a priori gratuitement l'utilisation d'une salle, si voilà, vous seriez sur le même principe de gratuité. bon, alors c'est une question qui est hors sujet, mais je vais quand même vous répondre. Oui, elle est hors sujet. Je vais quand même vous répondre. C'est une question qui a été évoquée également au Grenelle des associations par la restitution. Les salles municipales, pour la plupart d'entre elles, sont toujours données à titre gratuit aux associations locales. Or, quand je suis arrivé aux responsabilités, j'ai découvert, parce qu'évidemment, je suis soumis tous les jours à un certain nombre de demandes de prêts de salles, et je me suis interrogé de savoir s'il y avait une délibération qui fixait les tarifs.
Et il existe en effet une délibération qui remonte à très loin, peut-être même aux années 80, et qui fixe, et qui est votée tous les ans dans les tarifs municipaux, que nous votons tous ici au mois de juin, et qui fixe un certain nombre de tarifs pour certaines salles. Et en effet, il y a parfois, dans le caractère festif de certaines manifestations, où des Morpasiens qui souhaitent louer par exemple le préau des Coudray, c'est tarifé. Ça, c'est une délibération, et je suis obligé de l'appliquer. Parce que quand c'est voté en conseil municipal, je suis obligé d'appliquer la délibération. Or, quand c'est la maison de Solone, quand c'est les Coudray, quand ce sont des gymnases ou d'autres bâtiments, oui, enfin Oxford, ce que je veux dire, ce n'est pas payant, et toutes les associations ont ça à titre gratuit, sauf dans des cas précis, lorsque c'est une manifestation très précise et qui est encadrée par la délibération qu'on pourra vous faire parvenir si vous le souhaitez. Voilà. Alors en fait, l'exemple que je voulais vous donner, alors vous avez fait marche arrière, donc vous avez fait marche arrière, très bien. Vous avez été sollicité par un professeur de PS qui organisait un stage de formation continue sur le bassin des communes avoisinantes. Il avait besoin de faire un échange de salles parce qu'il faisait un stage d'une pratique particulière, donc il avait besoin d'une salle particulière. Et donc il lui a été, par l'intermédiaire de vos services, vous avez répondu que la location était payante. Alors, soit vous êtes revenu en arrière en disant que vous alliez étudier une convention de l'éducation nationale, et je trouve ça ben oui, parce que quand il y a assez injuste. Je comprends, mais quand il y a des associations de ce type, en plus c'est l'éducation nationale qui demande, et qui ont été habitués à ce que ça soit donné à titre gratuit alors que ça devait être payant, au bout d'un moment, je pense que les Morpasiens souhaiteraient aussi peut-être que leur impôt aille ailleurs. Il s'agissait juste d'un échange de salles. Non, mais... Voilà. Là, c'est l'éducation nationale qui demande, ce n'était pas une association morpasienne, qu'on soit bien clair. C'est différent. Très bien, je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et puis, évidemment, tout le monde Oui, ça coûte quand même 30 000 €. Projet du doublement du pont Chouleur, approbation du bilan de la concertation publique. Alors, Myriam, pour parler ici. Si juste, Monsieur Chapin, pour rebondir sur ce que vous parliez tout à l'heure, il va être mis, vous connaissez les vélos du Médécer, ils sont quand même assez voyants, ils vont être mis avant, 15 jours avant à peu près, sur le parcours pour que les Morpasiens identifient le parcours. Voilà, pour que ça soit plus visuel. Merci Myriam. François Liette pour le pont Guichouleur. Merci, monsieur le maire. Donc, délibération sur le projet du doublement du pont Guichouleur et en particulier sur l'approbation du bilan de la concertation publique. Alors, vous connaissez tous, je crois, le pont Guichouleur, ce pont qui surplombe la RN10 et qui permet la liaison entre la commune de Maurepas et le pôle gare de la commune de la Verrière. Alors, ce qu'on appelle le projet de doublement du pont Guichouleur s'inscrit dans des travaux quand même très structurants de voirie, qui sont sans doute les travaux les plus structurants de cette mandature sur la voirie. Va permettre, alors ça rentre dans l'aménagement de la gare bien sûr, ça va permettre la création de ce qu'on appelle un TCSP, un transport en commun en site propre, en site prioritaire, permettant notamment de sécuriser et de fluidifier le trafic à la fois des bus et des vélos entre la gare de la Verrière et la gare de Trappes via Maurepas et Élancourt. L'objectif aussi pour ceux qui passent par là le matin va être de fluidifier le trafic au droit de la gare et éviter ce conflit récurrent, piétons, voitures, juste en accès de la gare, donc de sécuriser et de fluidifier ce passage-là. C'est donc un projet important, on parle de plus de 8,3 millions d'euros, dont un gros million d'euros qui va rester pour la ville de Maurepas, pris en charge par la ville de Maurepas, un chiffre de 2013, donc ils sont amenés à évoluer un peu. Et c'est à ce titre-là, un projet bien sûr en concertation avec la Casquille, avec le département, avec la région, y compris un peu avec l'État. C'est à ce titre-là et c'est ce montant-là qui fait que nous avions une obligation de concertation publique. Les modalités de cette concertation avaient été définies par une délibération du conseil municipal donc, le 19 décembre 2013, qui prévoyait notamment une information importante du public, la mise en place d'un registre, un affichage à l'hôtel de ville et l'organisation d'au moins une réunion publique. Donc ces engagements, bien sûr, ont été tenus. La réunion publique a eu lieu ici le 3 septembre et en réponse, une réunion publique a eu lieu à la Verrière le 10 septembre, donc la semaine suivante.
Ce qui ressort de cette concertation publique, déjà pas de remise en cause fondamentale du projet, plutôt un intérêt assez important des Maurepaziens et des voisins sur ce projet. On a reçu plus de 89 avis couvrant 10 thématiques différentes. Donc pour ceux qui aiment le papier et le projet, vous avez une extenso dans le document qu'ils vous ont remis. Parce que si vous l'avez tous, avec, y compris les photos qui vont bien. Et vous avez l'ensemble des remarques qui ont été faites sur les différents registres, tant ici qu'à la Casquine. Donc encore une fois, 89 avis sur 10 thématiques différentes qui vont permettre, c'est aussi l'intérêt d'une concertation, qui est un peu notre marque de fabrique quand même. Donc c'est l'intérêt de cette concertation de faire évoluer le projet, donc aider transmettre à la Casquine, notamment la possibilité déjà de faire une simulation dynamique, histoire que les Maurepaziens se rendent compte un peu de ce qui va se passer grâce à ce doublement du pont Guichouler. Et également, ça va permettre des avancées sur les traversées piétonnes et sur, en gros, les interfaces entre bus, vélos et piétons d'une façon générale. Voilà. Donc on est donc 2015, démarrage des travaux prévus fin 2015 pour 2 années, 2016 et 2017. Et après cette concertation publique, démarrera l'enquête publique qui doit avoir lieu donc au premier semestre 2015. Voilà très rapidement. Donc il vous est proposé de délibérer favorablement sur le bilan de cette concertation publique. Très bien, merci François. Donc voilà, bon projet également pour Rempart, engagé depuis de nombreuses années, qui va rentrer un bout d'ici 2016 au travers de l'enquête publique du commencement des travaux. Monsieur Chapard. Alors, moi je suis un peu gêné de devoir intervenir là, parce que j'ai participé à la concertation, je suis allé écrire un avis, je vais vous dire lequel, et peut-être pas bien lu, mais je ne le retrouve pas. Alors, l'avis était, enfin, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est la question suivante. Le pont est élargi, le pont va prévoir pour sa traversée des voies séparées pour les bus et pour les automobiles. J'oublie les piétons et les cyclistes, ça c'est un autre sujet, je ne l'aborde pas. Mais aux abords de la gare, les deux vont se rejoindre dans un sens et les deux vont se rejoindre dans un sens. Et effectivement, on a prévu un détournement direct, un bypass, entre guillemets, pour aller sur la nationale 10. Voilà, barreau, bref. Donc j'ai soulevé 2 questions de fonctionnement. Pourquoi? Je vais vous dire lesquelles. Si on fait ça, c'est pour arranger les choses, c'est pour qu'il y ait de meilleure circulation douce, etc. Mais c'est aussi pour supprimer les embouteillages du matin et du soir. Parce que dépenser l'argent qui est mis là pour ne pas régler ce problème, c'est un gaspillage énorme. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas complètement rassuré. J'ai posé la question du fonctionnement des feux qu'on va prévoir pour permettre aux bus de se réinsérer dans la voie de circulation. Donc quand ils se réinsèrent, en particulier à la gare, automatiquement les voitures vont pouvoir attendre. Et puis j'ai posé la question aussi du fonctionnement réel de ce barreau qui permet d'aller directement sur la nationale 10. Je ne retrouve pas cette observation telle que je l'ai écrite. Je suis pourtant écrite pratiquement en ces termes, donc plus réduit parce que c'était écrit. Et puis alors, dans la conclusion, moi je suis désolé, mais quand on lit, au vu des observations faites, le maître d'ouvrage, écoutez bien, réfléchira à la possibilité de rendre consultable durant la prochaine enquête publique les simulations dynamiques réalisées sur ce projet. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est un peu se moquer du monde. Justement, il y a des sociétés qu'on utilise à chaque fois, d'ailleurs ici dans cette mairie, qui font des simulations dynamiques de circulation, et dans ce cas précis, c'est indispensable. Et c'est indispensable de montrer, pour convaincre, qu'on va résoudre le problème des embouteillages. Alors, je suis tenté de dire, il n'y a même pas besoin de réfléchir, il faut le faire. Alors moi, c'est pour ça que je me prononcerai contre cette libération, c'est pas contre le projet, mais c'est parce que les conclusions de la concertation ne sont pas suffisantes. Je suis désolé, moi j'ai pas de satisfaction aux questions que j'ai posées. Et que d'autres ont posées, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui posent exactement la même question. Moi je ne suis pas rassuré sur le résultat de fonctionnement. Et à chaque fois que j'ai posé des questions, que ce soit ces derniers mois ou même avant, je n'ai jamais eu de réponse convaincante sur ce point.
Je n'en dirai pas plus. Alors ça ne vous met pas en cause, rassurez-vous. Simplement, j'attire votre attention sur cette question. J'ai jamais eu de réponse convaincante. C'est une question d'ingénieur et de chef de projet, ça. C'est leur métier. Il est possible de le faire d'une manière très sympathique, c'est-à-dire que les simulations qu'on a adoptées, que vous avez vues vous-même dans les différentes concertations ici à Maurepas, on peut les appliquer à ce projet. Quand on me met maître d'ouvrage, j'y réfléchirai à la possibilité, enfin, excusez-moi, mais c'est vraiment se moquer du monde, quoi. Donc moi je voterai contre ces conclusions de la concertation parce que j'estime ne pas être satisfait par la prise en compte de cette question. Alors, très bien, je ne vais pas aller dans le détail de vos propos. En tout cas, c'est une concertation préalable pour espérer que les choses puissent évoluer. Normalement, oui, dans le cadre d'une enquête publique qui sera plus approfondie. Oui, là, c'était une simple concertation. L'étude publique va démarrer, là, effectivement, ce premier semestre. Donc, effectivement, on fera en sorte que la réflexion se transforme en action. Très bien, y a-t-il d'autres observations sur ce projet? Alors, je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, adopté. Je vous remercie. Plan local d'urbanisme, mise en révision. Très bien. Alors, vous savez, Maurepas dispose d'un plan local d'urbanisme qui a été voté par l'équipe précédente en janvier 2013. Et ce plan local d'urbanisme, évidemment, aménage l'ensemble du territoire, soit en termes de construction et d'habitat individuel ou collectif, mais aussi en termes d'équipement public, de préserver les espaces naturels ou agricoles, et également un certain nombre d'éléments du patrimoine que nous possédons à Maurepas. Et ce plan local d'urbanisme dispose également et intègre deux orientations d'aménagement programmées, une à la Malmedonne et une au village. Et nous avons souhaité, et j'y reviendrai plus tard, réviser ce plan local d'urbanisme parce que l'ensemble des constructions de logements qui sont prévues dans le PLU actuel sont sur le territoire du village. Or, c'était un engagement de campagne de l'équipe. Nous refusons l'ensemble des constructions qui étaient prévues au village de Maurepas. Et donc cela nécessite en partie la révision du plan local d'urbanisme. Il y aura un certain nombre de choses aussi qui seront revues, comme des règles architecturales ou l'intégration des éléments remarquables de notre patrimoine. Enfin, l'actuel PLU ne permet pas suffisamment de mixer les zones d'activité économique et d'habitat, exemple Paris-Ouest. Et nous souhaitons également diversifier notre offre de logement afin de compléter le parcours résidentiel avec différentes typologies de logements. Et nous souhaitons également intégrer dans les futurs projets de construction, en tout cas une touche très attentive sur ce sujet, c'est les nouvelles technologies et également des écoquartiers intelligents. Il est donc envisagé de réviser le plan local d'urbanisme et la volonté que nous avons, c'est de dessiner le Maurepas 2030. Alors pour cela, nous avons une évolution de la réglementation depuis l'adoption du PLU au mois de janvier 2013. C'est que nous avons le schéma de cohérence écologique de la région Île-de-France qui a été modifié mais qui a un peu d'impact. Le schéma directeur, également ce qu'on appelle le SDRIF, et le plan de déplacement urbain de l'Île-de-France, qui lui modifie quelques normes de stationnement au vélo, par exemple, où maintenant on nous impose une offre, des normes minimales de parc à vélo dans chaque construction, ou également un plafond de stationnement pour les véhicules, pour les bureaux. Alors ensuite, il faut que le nouveau PLU intègre l'évaluation environnementale, qui est un dispositif qui est issu de la loi du Grenelle 2. Et là encore, si l'État le juge, nous serons amenés à amener un rapport de présentation pour une évaluation environnementale
dans le cadre de l'évaluation ou de la construction du plan d'aménagement développement durable, qui est le document politique du PLU. Alors, les rappels des dispositifs applicables aux élaborations et révisions du PLU. Alors évidemment, il faut que le PLU que nous allons réviser soit compatible avec l'ensemble des documents de planification qui sont supérieurs, comme le SDRIF et les documents d'État. Le rôle de porter à connaissance du préfet, c'est-à-dire que et renforcer évidemment cette relation que la ville aura avec le préfet pour réviser son cadre d'urbanisme, mais en tout cas que l'État aide davantage la collectivité dans le processus de réflexion. Si la réglementation change également, donc évidemment les services de l'État seront là pour nous accompagner. On a les modalités d'association des personnes publiques, puisque vous savez, il y a une concertation qui sera menée lors de l'occasion de cette révision du PLU. Et donc nous souhaitons également que des personnes publiques soient associées. Alors il y a une liste qui est fournie par l'État, mais vous avez également des associations comme Morpad-Guéret d'aujourd'hui, par exemple, qui pourront participer activement à la révision de ce plan local d'urbanisme. La concertation préalable avec évidemment les Morpasiens. La définition d'un projet d'aménagement et de développement durable, qui est le PADD. Alors le PADD, c'est le document, comme je disais, politique, ou en tout cas d'orientation structurelle du plan local d'urbanisme et qui va déterminer l'ensemble des aménagements aux côtés des règlements de la ville de Morpa. Et ensuite, on aura un débat sur les orientations. Alors le PADD sera voté en décembre prochain. Et donc il y aura un débat avant que le projet de PLU soit arrêté et ensuite soumis au vote du conseil municipal courant 2016. Donc voilà un peu ce qui compose les documents du PLU. Donc comme je vous le disais, on a un diagnostic territorial, donc nous serons évidemment accompagnés d'un cabinet qui présente l'incidence sur l'environnement, parce que c'est important, quand un PLU régit l'ensemble de l'aménagement du territoire, il y a des incidences. C'est l'analyse de la consommation d'espace, et puis c'est également d'expliquer les choix retenus sur les orientations d'aménagement programmé, s'il y en a, et les règlements. Ensuite, il y a le PADD qui sera voté donc au Conseil, qui va fixer un certain nombre d'objectifs et graphiques. Alors, les motifs de la révision. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la révision de ce plan local d'urbanisme pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous souhaitons refondre le projet d'aménagement général du territoire qui ne nous convient pas actuellement. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas assez de mixité entre nos activités économiques et nos activités et l'aspect résidentiel du territoire. Mais c'est également la volonté d'ouvrir de nouvelles perspectives d'urbanisation sur la collectivité en supprimant d'autres qui étaient prévues par l'ancien PLU. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a l'identification de nouveaux secteurs d'habitat. Alors c'est surtout le renouvellement urbain que nous souhaitons vraiment impulser dans ce nouveau PLU, avec la suppression totale de l'opération d'aménagement programmé sur le village, qui prévoyait plus de 600 logements, et ça je l'avais indiqué pendant la campagne électorale et donc on s'y tient, et de compléter également, entre autres, les protections paysagères et architecturales du village, avec la prise en compte des éléments remarquables de notre commune. Mais c'est également la prise en compte de l'obligation faite par l'État d'atteindre 25% de logements sociaux. Ces 25%, on les avait déjà avec l'ancien PLU. Évidemment, là, avec le nouveau, nous devrons fixer des orientations et en tout cas des programmations des constructions de logements sur la ville. Alors, il n'y a pas de logements sociaux à construire. On a des logements, parce qu'il faut qu'on continue à avoir il faut que Morpa devienne une ville plus dynamique, qu'on attire de nouveaux Morpasiens. C'est dans l'intérêt aussi des recettes fiscales qui pourraient arriver dans la période budgétaire dans laquelle on est. Mais c'est aussi de continuer à faire de Morpa une ville où nous pouvons vivre et donc d'attirer de nouvelles Morpasiennes et Morpasiens. Et c'est également les modifications induites par la loi Allure, la loi Duflot, qui a été votée en 2014. Donc on a trois axes forts. C'est de maîtriser donc le développement urbain dont je parlais tout à l'heure, et nous avons identifié un secteur particulier de densification, c'est-à-dire que dans la révision actuelle que nous vous proposons dans ce plan local d'urbanisme, nous souhaitons